Bonjour, bienvenue dans la série sur les étoiles. Donc nous allons parler maintenant un peu des trous noirs réels, c'est-à-dire des trous noirs astrophysiques, ceux que l'on observe. Ce qu'on a vu jusqu'ici, avec la géométrie de Schwarzschild ou la géométrie de Kerr, ce sont des trous noirs éternels, c'est-à-dire statiques ou en rotation, et qui n'évoluent pas ou peu à part leur évaporation, et qui existent de tout temps. Mais il est évident que les trous noirs réels n'existent pas de tout temps. Ils se sont formés essentiellement lors d'explosions de supernovas, puis par fusion, absorption de matière, s'ils ont grossi, et donc leur structure peut être un peu différente. On sait d'ailleurs les décrire aussi, c'est juste un peu plus compliqué d'un point de vue théorique. Pour ce qui est de l'extérieur du trou noir, ça change assez peu, ou même pas du tout. Parce que, une fois que l'horizon est formé, les trous noirs n'ont pas de cheveux, et peu importe comment ils se sont formés ou s'ils sont éternels, l'extérieur est identique. Et ce que nous avons vu dans les modèles concernant l'extérieur du trou noir reste d'application. Par contre, l'intérieur peut être assez différent, au moins au début. Quand le trou noir se forme, la matière s'effondre seulement vers le centre. Et la matière qui est ainsi au centre, c'est grosso modo homogène et isotrope, et elle est alors décrite par une géométrie dite de Friedmann. C'est en fait la même géométrie que l'univers, à peu près. C'est la géométrie d'un espace qui est à la fois homogène et isotrope. Ne pas en déduire pour cela que ceci est un univers. C'est simplement la même géométrie, localement. Ceci dans le diagramme de Penrose, c'est surtout la zone ici qui est affectée. Et cette zone-là, évidemment, disparaît assez rapidement, puisque la matière est en effondrement. Pour un trou noir stellaire, ça ne prend que quelques millisecondes, c'est très rapide. Même si ça varie un peu, ça dépend de l'équation d'état de la matière. Et très rapidement, le trou noir est vide, et donc est identique à nos modèles. Avec une différence de taille, c'est que la matière se concentre dans cette zone-là, avant de vers la singularité, et de fait, il n'y a jamais la formation du pont d'Einstein-Rosen. Il n'y a pas de zone 2, d'autres univers. Ça peut être un peu décevant, mais un trou noir qui se forme par effondrement ne peut pas donner une telle solution. Donc il n'y a que notre univers, au moins dans ce type de formation. Pas de tunnel, pas de trou de verre, comme l'on dit, pas de trou blanc, qui sont l'inverse des trous noirs, avec une sortie obligatoire où on ne sait pas rentrer dedans. Ce sera en quelque sorte la sortie du trou de verre. Notons que dans tout ce que nous avons observé dans l'univers jusqu'ici, nous n'avons jamais vu de trou de verre ou de trou blanc. Et un trou blanc devrait être très visible parce que très brillant. De même qu'on n'a jamais observé de mini-trous noirs. Les mécanismes de formation impliquent toujours des trous noirs d'une certaine taille, assez gros, quelquefois la masse du Soleil. Et donc on n'a jamais observé de plus petits trous noirs que ça. Donc il faut éviter de trop spéculer, ça n'exclut pas l'existence de tel trou noir, de telle chose, mais on n'en a jamais observé. Ensuite, un trou noir n'est jamais totalement isolé, il y a de la matière qui tombe dessus. C'est le gaz qui l'environne, qui est aspiré dans le trou noir, des étoiles aussi qui peuvent s'approcher, être déchiquetées par les effets de marée et tomber dans le trou noir. La matière a tendance à tomber en spirale, en accélérant sa rotation, comme toujours quand ça se resserre, et alors ça forme un disque d'accrétion. Ceci est encore plus vrai dans le cas des trous noirs, parce que la plupart des trous noirs doivent être en rotation rapide, ce qui fait que la matière est automatiquement entraînée par l'ergosphère que nous avons vu. Et donc le disque d'accrétion se forme de préférence dans l'équateur du trou noir en rotation.
Dans ce cas-là, le trou noir voit un disque se former autour de lui, avec de la matière qui tombe dans ce disque d'accrétion, et de la matière qui tombe du disque d'accrétion vers le trou noir. La frontière intérieure du disque d'accrétion est la dernière orbite stable, je vous l'avais dit, à distance de 3 rayons, donc à 2 fois le rayon de l'horizon. En dessous, les orbites sont instables et la matière tombe rapidement en spirale vers le trou noir. Et donc ce disque a tendance à se concentrer autour de cette zone. De plus, la gravité étant très puissante, la vitesse à laquelle bouge la matière dans le disque à l'intérieur et à l'extérieur du disque, cette vitesse est très différente. Ce qui induit des frottements énormes, gigantesques, qui conduisent à des frottements, une viscosité extrêmement forte, et donc chauffe la matière, et le disque d'accrétion a une température typiquement de plusieurs millions de degrés. Plusieurs millions de degrés, ce qui entraîne une émission assez importante de rayons X et de rayons gamma. En plus, il y a aussi formation de jets puissants, exactement comme pour la formation des étoiles, dont nous avions parlé. Les mécanismes sont semblables. Là aussi, les champs magnétiques jouent un rôle important. Et ces jets peuvent être très puissants dans le cadre des trous noirs. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Alors, on observe surtout des trous noirs stellaires et des trous noirs supermassifs. Les trous noirs stellaires, c'est ceux qui viennent de se former par une supernova, quelques masses solaires, et les trous noirs supermassifs sont ceux qui sont au centre des galaxies. Presque toutes les galaxies dans lesquelles on a pu faire ces observations ont un tel trou noir central, avec un trou noir qui peut atteindre jusqu'à 10 milliards de fois la masse du Soleil. Par comparaison, le trou noir supermassif de notre galaxie, de la Voie lactée, Gargantua, est un petit trou noir supermassif. Alors, tout est relatif, il fait quand même plus de 100 millions de fois la masse du Soleil. C'est donc quand même un beau monstre. Alors, les trous noirs stellaires, s'ils sont seuls, isolés, sont peu visibles, parce qu'ils sont noirs. Par contre, s'ils sont en binaire, avec une autre étoile, ils sont beaucoup plus faciles à voir. Et les binaires sont fréquentes. D'abord, le trou noir va aspirer de la matière de son compagnon, ce qui va provoquer un disque d'accrétion et des jets. Les jets sont assez importants et très visibles. Et ceux des trous noirs supermassifs sont particulièrement intenses. Mais ils se produisent surtout quand ils absorbent de la matière. Les trous noirs supermassifs ont tendance un peu à faire le vide autour d'eux, puisqu'ils avalent tout. Et donc, autour d'eux, c'est en général, si une étoile malheureuse va se balader de ce côté-là, elle est foutue. Donc, de temps en temps, les trous noirs centraux absorbent beaucoup de matière d'un seul coup, et tout d'un coup deviennent très actifs, avec de forts disques d'accrétion, de forts jets. Cela forme ce qu'on appelle des galaxies actives. Notre trou noir, notre galaxie, n'est pas une galaxie active. Notre trou noir est dans une phase calme. Parce qu'il n'y a pas grand-chose autour de lui à avaler. Il y a une étoile qui s'approche de lui. Ça serait intéressant de voir quand elle se disloquera. On observe ça de très près. De même que dans les galaxies elliptiques sont très pauvres en gaz. Donc leur trou noir central est en général très calme. Notons qu'on a aussi ce qu'on appelle les quasars. Alors les quasars, ce sont des galaxies qui ont existé au début de l'univers, pendant une certaine phase de son existence, et qui sont des galaxies extrêmement actives. En fait, au début, il y avait beaucoup de gaz, et beaucoup d'étoiles qui étaient près du trou noir central, parce qu'il n'avait pas encore fait le vide. Et donc, ces gros trous noirs avaient beaucoup à manger, ce qui donne des galaxies extrêmement brillantes, actives. Ce que l'on voit, c'est en fait les jets et le disque d'accrétion. La découverte des quasars fut une surprise, parce que le décalage vers le rouge
disait que ça devait être des objets extrêmement lointains, mais étant donné leur luminosité, cela paraissait impossible à l'époque de leur découverte. Donc certains disaient qu'ils sont peut-être plus près. Et il y a peut-être une autre raison pour laquelle il y a ce fort décalage vers le rouge, c'est le décalage vers le rouge de l'expansion de l'univers, pas du trou noir. Et il a fallu un moment pour le confirmer que ces objets étaient réellement extrêmement loin, extrêmement brillants, et la seule source d'énergie capable d'alimenter une telle puissance d'émission, c'était un trou noir central. On peut observer le mouvement des étoiles. Alors si c'est une étoile double, un trou noir et une étoile, évidemment, on va voir l'étoile, la seule à briller, qui fait des mouvements très rapides. Elle tourne en fait autour du trou noir. Et les trous noirs centraux, sont tellement massifs qu'ils bougent à peine, mais on voit des étoiles tourner autour. On a repéré toute une série d'étoiles autour de Gargantua, et ces étoiles parcourent des ellipses autour du trou noir central, avec une très grande vitesse, qui permet d'ailleurs le calcul de la masse de ces trous noirs. Les disques d'accrétion eux-mêmes émettent des rayons X et gamma qui sont très caractéristiques parce que c'est des rayonnements très énergétiques avec un spectre correspondant à un échauffement extrêmement fort de gaz plasma. Ils sont très caractéristiques et donc très typiques des disques d'accrétion de trous noirs. On en observe toute une série, les sources X et gamma dans l'univers, et ces sources ont tendance à varier, suivant ce que le trou noir avale comme matière. Et les variations donnent des informations sur la taille du disque d'accrétion et donc du trou noir. Parce que si ça varie très fort et très vite, alors c'est que la région est petite. Parce que pour varier fortement et vite, il faut que les différentes parties de cet ensemble aient le temps de se synchroniser pour varier ensemble. Si seule une petite partie varie dans le total de l'émission lumineuse, ça sera une variation relativement modeste. Et si elle varie, c'est à le temps de s'homogénéiser, si c'est très vaste, la variation va prendre beaucoup de temps. Donc la vitesse des variations et leur intensité donnent des informations sur la taille de ces objets, ce qui permet de confirmer que les trous noirs sont fort petits, puisque très concentrés. Actuellement aussi, très récemment, on a pu avoir une image en direct d'un trou noir. Un trou noir central d'une galaxie voisine qui avait la gentillesse de se montrer de façon à voir le trou noir par le dessus, et donc moins caché par le gaz de la galaxie. Andromède est plus proche, et notre galaxie encore plus proche, mais c'est deux galaxies qu'on voit par la tranche. Donc on est gêné par tous les nuages de gaz, de poussière, les étoiles, etc. Ce trou noir-là est particulièrement visible. On devrait avoir des images plus nettes bientôt, et même des images de notre trou noir, Gargantua. Et cette image est déjà utile et impressionnante. On y voit clairement le disque noir et le disque jaune, l'émission du disque d'accrétion autour du trou noir. Une autre source d'information récente, ce sont les ondes gravitationnelles qui sont données par les fusions de trous noirs, et vu la gamme des ondes qui sont mesurées, captées, ce sont surtout des trous noirs dits de masse intermédiaire, quelques dizaines de masses solaires. Ils sont intermédiaires entre des trous noirs stellaires et les trous noirs supermassifs. Ce sont typiquement des trous noirs stellaires qui ont déjà fusionné ou avalé beaucoup de matière et qui ont déjà grossi jusqu'à 10, 20, 30 masses solaires. Ces trous noirs moyens sont difficiles à détecter en général, parce que justement, ils ont avalé pas mal de choses, y compris parfois leur étoile compagnon. Donc en général, ce sont des trous noirs isolés. Et on pensait jusqu'il y a peu qu'il y en avait très peu, vraiment très très peu. Les modèles d'évolution galactique disaient même que c'était bizarre, parce qu'on aurait dû en trouver plus. Mais ils sont difficiles à observer. Or là, les ondes gravitationnelles nous montrent surtout cela. Et effectivement, les ondes gravitationnelles nous ont confirmé qu'ils étaient plus nombreux que ce qu'on avait cru au départ, ce qui correspond mieux au modèle d'évolution galactique. On reçoit donc beaucoup de données venant des trous noirs.
c'est pas anodin, on reçoit énormément de choses, ondes gravitationnelles, disques d'accrétion, jets, mouvement des étoiles, on a énormément d'informations. Et tout ça est en très bon accord avec les modèles théoriques, ceux que nous avons vus, et donc on peut être rassuré sur l'adéquation des modèles de trous noirs théoriques aux trous noirs astrophysiques. Voilà. Nous terminons avec nos trous noirs et donc nous terminons avec nos étoiles. Ça termine cette petite série. Elle est donc finie. Et la prochaine série que je vais attaquer, ce sera une série dédiée à la cosmologie. Je vous remercie.